Quelle que soit la violence, la situation que peuvent vivre certains jeunes, cette caractéristique de la répétition, le côté répétitif est nuisible à l'équilibre. C'est un comportement qui va être véritablement identifié comme du harcèlement. D'accord? Et donc, c'est pas toujours que les jeunes, que les enfants identifient cela. Et donc, ce qui veut dire, ça explique déjà la cause du tout public, un peu comme vous faites là avec la radio Interschool. Maintenant, la première question, l'étranger, plus précis sur le harcèlement. Donc, je dirais que les tranches d'âge qui sont les plus touchés ne sont pas obligatoirement les tranches d'âge qui dénoncent les petits, parce que les petits sont très durs entre eux. Donc, les écoliers, les premiers, de façon plus pertinente, mettre des mots et identifier le harcèlement. Donc, il y a de l'information, encore je reviens sur ce que je disais au départ, de l'information à faire passer, de la clarification à faire avec les plus jeunes, les écoliers et les premiers collégiens. Au niveau du lycée, il y en a, mais moins. Il y en a, mais moins. Maintenant, c'est parce que ces jeunes-là sont plus dans une logique de se défendre. Et très souvent, ce sont aussi des actes qui vont être plus ou moins actes. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ces tranches d'âge. D'accord, merci M. Valsi de nous avoir éclairé. Le scolaire a des conséquences profondes et durables sur la santé mentale des victimes. Et ces effets peuvent durer jusqu'à la peur intense des interactions sociales, conduisant à l'isolement ou à l'évitement des situations sociales. On a la phobie scolaire. Certaines victimes développent une phobie scolaire, c'est-à-dire évitent d'aller à l'école en raison de l'anxiété liée ou à ce qu'il y ait un sentiment d'infériorité. Les victimes se sentent souvent moins capables ou moins dignes que les autres milieux professionnels. Le harcèlement scolaire aussi peut entraîner une dépression. Le harcèlement est important. Les symptômes de la dépression sont de la tristesse et du désespoir, mais aussi bien d'autres. Les victimes peuvent se sentir rejetées, impuissantes et sans valeur. La dépression peut entraîner des idées suicidaires et des tentatives de suicide, en particulier si l'enfant se sent piégé et sans soutien. Les troubles de mutilation, les conséquences à court terme, moyen et à long terme sont observées. À court terme, on aura l'anxiété, le stress scolaire, à moyen terme, on aura l'isolement social, les troubles relationnels, troubles du métabolisme et du comportement, les troubles d'anxiété généralisée, le développement d'un comportement autodestructeur, la phobie sociale et les troubles psychiques. Voilà. Eh bien, merci Soani. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu autant de conséquences sur la santé mentale des jeunes. C'est vraiment surprenant. Monsieur Valsi, quel lien avez-vous constaté entre les addictions chez les jeunes et leur vécu de harcèlement scolaire, que ce soit comme victime ou comme témoin? En fait, le lien entre addiction chez les jeunes et leur vécu, en fait, il n'y a pas de lien véritable. Sauf si vous avez, dans certains lycées, vous pouvez avoir certains jeunes qui ont déjà des comportements d'addiction. Mais à l'école, au collège, on n'en a pas tant que cela. Même s'il y a des jeunes qui consomment des produits de type addictif depuis l'école. Maintenant, il est vrai, lorsque un enfant consomme des produits, quel que soit l'enfant, il peut être plus à même d'avoir des comportements d'harcèlement et il peut aussi être victime parce que certains de ces jeunes qui ont des consommations, en fait des addictions, on dira, ce sont des jeunes qui sont déjà en difficulté par ailleurs dans le cercle, dans l'espace familial.
Et donc, ils sont déjà, d'un point de vue affectif, d'un point de vue psychologique, et certaines fois social, un peu diminués et regardés comme victimes, ou ils peuvent être aussi des agresseurs parce que certaines fois c'est la personne le jeune qui est en position d'infériorité, qui a ce sentiment-là, qui va être agresseur parce qu'il va chercher à prendre le dessus pour que cette infériorité ne puisse pas, en tout cas selon lui, se voir. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais lorsqu'il y a addiction, l'addiction ne va pas obligatoirement générer du harcèlement, mais pas obligatoirement. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Alors du coup, Monsieur Balsi, je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Mais si un élève, par exemple, se replie sur lui-même et adopte une attitude où il est tout le temps sur les jeux vidéo, par exemple, ça peut être considéré comme une addiction. Non, mais de toute façon, le comportement de consommation de jeux vidéo, oui, les jeux vidéo sont très, très, très addictifs. Et il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, qui consomment ces jeux, et s'ils les consomment, c'est bien sûr avec le titus parental. Mais le repli sur soi est toujours consécutif de quelque chose en amont. Il y a quelque chose qui génère ce repli sur soi. Cette chose-là, elle peut être effectivement dans l'espace scolaire, mais elle peut être aussi directement dans l'espace familial. Et oui, cela peut donner des comportements des victimes de harcèlement, parce que les autres camarades vont constater que celui-ci, celle-là, elle est un peu et donc on va l'embêter, on va commencer par l'embêter, je dis ça ainsi, la taquiner, le taquiner. Finalement, cela va continuer de plus en plus par harcèlement, parce que le jeu, ça devient un jeu. Très souvent, le harcèlement, c'est un jeu. On joue. Ceux qui harcèlent vont dire, mais c'est pour jouer, c'est pour taquiner. Mais celui qui subit la chose ne le vit pas comme un jeu, le vit véritablement comme un dénigrement, comme sa personne devient, mais c'est un clown en fait. Il est clowné. Et donc, comme il est un clown, on se moque de lui, on l'utilise comme un objet pour l'arrivée de tout un chacun. Très bien, merci. Merci, Chalice, et merci, M. Bassi, pour les explications. Mais quelles seraient les préventions à mettre en place? Eh bien, Johanna, permets-moi de vous expliquer dans un premier temps, les parents et les adultes ont un rôle important dans la lutte contre le harcèlement. Donc, les parents d'élèves sont invités à échanger en demandant simplement le déroulé de la journée, observer, être à son écoute et rester attentif à d'éventuels signaux ou changements de comportement, tels que l'isolement, l'anxiété, la baisse de performance scolaire, qui pourraient donc indiquer le harcèlement. Alerter les personnes de l'école ou l'établissement en cas de difficulté ou d'inquiétude. Montrer l'exemple en pratiquant des comportements respectueux et bienveillants à la maison afin d'inculquer des valeurs d'empathie et de respect. Et enfin, encourager leurs enfants à signaler tout incident de harcèlement et les accompagner dans les démarches à suivre. Merci Aurélien d'avoir dit le rôle que les parents et adultes jouent dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que les parents sont impactés face au harcèlement vécu par leurs enfants? Comment le sont-ils? Monsieur Bassi, pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Alors, les parents sont impactés, et les parents sont impactés, et les parents sont impactants. Oui, les parents sont très impactants parce que certaines fois, les parents vont malheureusement être générateurs de comportements d'identité de victime. Certaines fois. Ou parce que, en fait, le parent est très souvent dans un stress
une anxiété excessive qu'il va transmettre à son enfant. Ce siècle-là, de ces années-là, ont très peur. Ont peur de ce qui va arriver à leur enfant. Même s'ils les mettent à l'école, dans l'espace scolaire, il y a beaucoup de peur, on s'inquiète, on s'interroge, parce que c'est vrai qu'il y a des risques, d'accord? Mais très souvent, le parent est très important par rapport à cette affaire des harcèlements, faisant que l'enfant, sans le vouloir, se met dans une position de victime. Ce n'est pas pour excuser les agressions, c'est simplement pour dire qu'on a aussi ce volet-là. Maintenant, les parents ne sont pas impactés parce que certains parents vont s'interroger sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, et qui a fait que leur fils, que leur fille vivent cela. Comment faire, comment réagir, et donc en fait, certains sont désemparés au point de ne même pas savoir comment réagir, comment y alerter. Et donc, ils se retrouvent là un peu bloqués, un peu dans une position commune de Titanic, parce que, en fait, ils ne savent pas. Donc, le harcèlement devient aussi très violent, et très violent pour beaucoup de parents, parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse directe, ils n'ont pas de réponse ni a priori, ni a posteriori. Et donc, encore une fois, j'insiste sur la nécessité de l'information et je félicite encore une fois votre émission parce qu'il le faut. La manière dont ils le sont, c'est aussi dans le fait de se rendre compte de, comment dirais-je, que leur enfant, certaines fois, il se dit que mon enfant aussi, est-ce qu'il lui manque quelque chose? Et donc ils vont aussi se mettre à douter de leur enfant. Ils vont douter d'eux, de leur éducation, ils vont aussi certaines fois douter de leur enfant. Et ils vont être très agressifs. Certains parents vont devenir agressifs vis-à-vis de l'enfant ou des autres enfants qui harcèlent leur enfant. Et ils vont dès lors se mettre en danger dans l'espace public parce qu'ils vont certaines fois agresser enfants, ils vont certainement agresser le parent de l'autre enfant. Et donc, on peut se retrouve certaines fois dans des escalades parce que le parent a été impacté par le harcèlement qu'a subi ou que subit son harcèlement. D'accord, merci M. Valsi. On n'a pas pensé que nous, en tant que parents, on aurait eu un impact aussi conséquent sur le harcèlement. Alors, M. Valsi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Du coup, est-ce qu'on peut dire que le harceleur devient un harceleur parce qu'il y a peut-être un manque d'éducation de la part de ses parents? Le harceleur l'est très souvent parce qu'il y a un manque d'éducation, mais aussi surtout parce que bon, le côté manque d'éducation, c'est pas le plus, c'est pas le facteur le plus important, mais c'est surtout parce que je dis, ce sont mes mots, parce que ce jeune-là qui harcèle est un jeune qui est perdu. Le harceleur, c'est un jeune en détresse. C'est une personne en détresse qui va utiliser l'autre ou les autres pour pouvoir se valoriser. À travers ce qu'il va faire, à travers les moqueries, en fait, il se sent valorisé. Donc cela veut dire qu'il va utiliser l'autre comme un objet, il va objectiver l'autre personne pour lui-même devenir, semble-t-il, une espèce de sujet. Oui, donc c'est une personne malheureuse en fait. D'accord. Le jeune qui harcèle, il est malheureux. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à la question. D'accord. Donc, comment pouvons-nous détecter les signes du harcèlement? Alors, pour détecter le harcèlement, tout d'abord, le harcèlement repose sur la peur et sur la destruction progressive de l'estime de soi. Il est donc malheureusement difficile à détecter. De nombreux parents culpabilisent de n'avoir pas compris plus tôt ce qui vivait leur enfant. Mais l'élève harcelé se replie souvent sur lui-même et se confie rarement spontanément. Lorsqu'il le fait, il minimise alors la portée réelle de son harcèlement, en partie pour protéger ses proches. Alors les signes extérieurs à surveiller sont
les cas de harcèlement peuvent survenir dès l'école maternelle, même s'ils sont plus fréquents en cycle 3 et 4, c'est-à-dire durant les dernières années de primaire et au collège. L'enfant n'étant toujours en mesure de verbaliser, ce qu'il subit, il ne faut pas négliger les aides physiques qui peuvent faire penser à un harcèlement. Le matériel scolaire régulièrement abîmé, le vêtement les traces de violence physique. Il peut arriver d'attribuer de la négligence, de la maladresse ou de la turbulence, ce qui est en réalité le fait d'une malveillance répétée de la part d'autres enfants ou de notre enfant. En cas de harcèlement, ces signes extérieurs peuvent s'inscrire dans un faisceau d'indices de mal-être ou d'anxiété. Alors, du coup, on va procéder à une petite pause. Par la suite, nous allons tenter d'identifier une détresse psychologique chez l'enfant et comment procéder pour l'identifier. Un enfant qui a une faible estime de lui-même. Déjà, c'est aussi des fois un meneur. C'est aussi des fois le premier ou le second de la classe. Mais ça peut être aussi le dernier de la classe. Ça peut être un enfant qui physiquement estime disgracieux et qui va dès lors mettre en exergue la disgrâce corporelle de notre enfant. De notre enfant. C'est des fois des enfants, des jeunes qui sont en échec scolaire. C'est certaines fois celui qui a un sentiment de supériorité aussi. Comment dirais-je, au cours de harceleur. Mais, je disais tout à l'heure, je parlais de cette pauvreté. En fait, il va, je sais pas, du mal-être de l'autre. Il va s'en nourrir, il va s'en délecter et il va faire que d'autres vont y participer. Et c'est ce qui est important parce que le fait que tu l'aies, de voir qu'il est fort, il ou elle est fort, voilà. C'est un peu ça. Et donc, c'est quelqu'un qui a besoin de l'autre pour exister, de l'autre et des autres pour exister. Voilà le trait de personnalité particulier que je pourrais mettre en avant chez ces harceleurs. D'accord, merci M. Lazi. Donc on comprend bien que on parle beaucoup de la victime, mais en réalité, c'est le harceleur qui est, on va dire, réellement une victime parce qu'il a un mal-être au fond de lui, chez lui. Oui, le harceleur qui est, oui, il est une secondaire de son mal-être. Lui, il est l'une des premières victimes, mais le harceleur aussi devient aussi victime de son mal-être. Les témoins, certains témoins aussi sont victimes de son mal-être parce que ces témoins-là ont envie de dire mais ne savent pas quoi faire. Bon, certaines fois, comme vous disiez tout à l'heure, dans le déni et comme quoi en fait c'est pas eux, ils n'ont rien à dire. Si les autres n'ont pas dit, c'est pas moi qui vais dire. Je ne veux pas capter. Voilà, vous voyez. Donc, en fait, ça va générer chez l'ensemble des personnes autour témoins qu'elles-mêmes vont déprécier. Donc, le harceleur n'a pas le sentiment de faire mal. Vous voyez? Oui. Le sentiment de faire mal, il déprécierait cela. Mais il préfère être dans le déni. Il est dans le déni, comme quoi, non, c'est pas pour faire mal, c'est pour rigoler. En fait, il sait au fond que ce n'est pas un jeu, mais il nie le fait que ce ne soit pas un jeu. Et donc, il va dire non. Les rôles des parents et des adultes, mais quel serait le rôle des structures scolaires? Alors, du coup, concernant le rôle des structures scolaires, comme nous l'avons contre la lutte du harcèlement scolaire, où les établissements concernés, du coup, investis, ont dû mener des actions pour sensibiliser les élèves. Du coup, on avait pris contact avec une professeure d'école élémentaire qui malheureusement n'a pas pu nous donner plus d'informations sur le déroulé
la journée au sein de son établissement, mais on a pu comprendre qu'il y avait des forums, des questionnaires, des jeux de rôle pour permettre de sensibiliser encore une fois les élèves. Donc les structures scolaires, elles peuvent organiser des réunions entre les parents et les enseignants pour discuter de l'environnement scolaire et des comportements de l'élève, du coup au sein de l'établissement mais également au domicile. Ils peuvent créer des mécanismes de signalement confidentiel pour permettre aux élèves de rapporter des incidents sans crainte de représailles. Ils peuvent également proposer des programmes de soutien pour les victimes et les témoins de harcèlement, ainsi que des intervenants pour les auteurs. Merci Janice pour tes explications. Donc j'entends parler de parents, d'adultes et de structures scolaires, mais l'infirmière, dans cela, quel est son rôle? C'est important, n'est-ce pas? Alors oui, c'est super important d'identifier les signes de détresse psychologique. Elle va offrir une écoute et un soutien émotionnel en offrant un accueil bienveillant. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'une relation d'aide va se former pour qu'elle puisse apporter une empathie auprès des victimes. L'infirmière va également orienter les victimes vers des professionnels de santé, participer à un suivi pour une campagne de prévention. Donc je pense que par rapport à ce que Janice a parlé, je pense que l'infirmière avait un rôle important lors de la journée de la lutte contre le harcèlement. Elle va sensibiliser à l'importance de lutter contre les discriminations et les stéréotypes. Elle va aussi collaborer avec les professionnels pour intégrer la prévention du harcèlement dans les programmes éducatifs. Et pour terminer, elle va aussi encourager les victimes à signaler les situations à un adulte de confiance. Merci Orlane pour ton explication. Donc, vous nous avez expliqué le harcèlement scolaire, mais quelle attitude doit-on avoir face à une situation de harcèlement? Alors du coup, on constate que malheureusement, il n'y a pas d'attitude figée pour faire face à ce genre de situation, puisque chaque être est différent et on vit tous les situations de notre façon. Mais on a pu relever quelques éléments qui pourraient aider les victimes et les témoins. Alors pour la victime, ça serait essayer de garder son calme pour aider au mieux à gérer la situation. Confier la situation à un adulte de confiance, soit un parent, soit un enseignant ou un conseiller. Ça serait essentiel pour obtenir du soutien. Éviter de répondre au harcèlement par des comportements agressifs, parce que bien évidemment, ça aggraverait la situation. Chercher le soutien d'amis ou de pairs pour ne pas se sentir seul. Donc c'est ce qu'on a pu repérer pour les victimes, mais je pense que certains trouvent d'autres solutions. Pour les témoins, si possible, intervenir directement pour soutenir la victime, ce qui n'est pas toujours possible car il peut avoir des situations où le témoin a peur de représailles, donc on peut comprendre que ce n'est pas facile. Offrir son aide et sa présence à la victime, lui faire savoir qu'elle n'est pas seule. Informer un adulte, encore une fois, si la victime ne le fait pas, le témoin peut en informer un adulte pour que la situation soit prise au sérieux et gérée, et éviter de rire bien évidemment et de ne pas participer au comportement qui perpétue le harcèlement. Merci Janice. Donc, tu as parlé des attitudes face à une situation de harcèlement pour la victime et les témoins, mais pour le harceleur, comment on fait? Monsieur Bassi, vous pouvez nous répondre s'il vous plaît? Alors, pour le harceleur, on a tendance à ne pas trop se pencher sur lui, mais c'est vrai que c'est le personnage, c'est l'un des personnages principaux de la situation. Bon, c'est comme dans ce qu'on appelle le triangle de Paul de Kampmann, le triangle dramatique. Vous avez cette victime, vous avez ce sauveur, mais vous avez aussi l'agresseur. Et donc l'agresseur, l'harceleur, l'attitude à adopter, je crois, face à c'est premièrement de ne pas le stigmatiser, de ne pas s'inscrire dans une logique de stigmatisation, d'accusation,
d'écrasement, mais véritablement d'interpellation. C'est-à-dire, on va le sensibiliser sur les conséquences de son action. On va le sensibiliser sur ses conséquences afin qu'il sorte de son déni de violence. Donc, la première chose, c'est à travailler avec cette personne-là pour qu'elle sorte de son déni de violence. Ensuite, l'amener, l'aider par l'échange à regarder la victime, regarder les conséquences sur la victime, où est-ce qu'en est la victime. Et voir combien ces actes, ce sont des actes, comme on dit, je perds le terme, mais en fait, il n'y a pas lieu d'être. Maintenant, vous me direz, vous aurez raison, la victime, à ce moment-là, cela peut se sentir un peu accusé, un peu rabaissé. Non, le but, c'est pas ça. C'est bien de lui dire, l'idée n'est pas de t'écraser, de t'accuser, mais c'est simplement que tu comprennes, que vous compreniez ce que l'autre vit. Faire en sorte de ne plus recommencer. Ensuite, c'est accompagner aussi cet harceleur, ces actes, ces mines faits auprès de la victime, auprès certaines fois de la famille de la victime. On n'est pas dans l'humiliation, hein. On est véritablement dans quelque chose que encourager cette personne-là à aller dans ce sens-là. Cet harceleur-là qui va réussir à entrer dans ce processus-là de reconnaissance, et que ce soit au niveau de la victime, que ce soit au niveau des parents de la victime, mais même aussi des fois au niveau des témoins, c'est quelqu'un qui a de fortes chances qui sera gagné et qui ne va pas recommencer ce genre de comportement. Oui? Donc, la victime découvre que c'est quelqu'un à valoriser aussi. Pas dans ses actes, mais pas dans ses actes passés, mais dans les actes qu'elle pourrait poser par la suite, afin, voilà. Très bien, merci M. Bassi. Donc il nous reste 6 minutes. Stacy, peux-tu nous présenter les préventions à mettre en place, s'il te plaît? Oui, pas de souci. Alors tout d'abord, une sensibilisation plus précisément organisée par des ateliers et des séances d'information pour élèves, parents et enseignants, afin de reconnaître les signes de harcèlement et de comprendre ses conséquences. Il y a aussi des signalements anonymes. Ce serait de mettre en place un système de signalement anonyme pour que les victimes ou témoins puissent signaler des cas de harcèlement sans crainte ou appeler le 3018. Numéro pour l'écoute des victimes et des familles. C'est un numéro gratuit, anonyme et confidentiel. 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Impliquer aussi les parents afin qu'on puisse les sensibiliser sur leur rôle dans la prévention du harcèlement et les encourager à dialoguer avec leurs enfants sur le sujet. On doit également former le personnel éducatif en proposant des formations pour aider les enseignants et le personnel à identifier et à gérer les situations de harcèlement. Mettre en place aussi des groupes de parole pour permettre aux élèves de s'exprimer sur leurs expériences et de partager des solutions. Inviter les victimes, les parents, les harceleurs à participer à la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école qui se déroule le 7 novembre. Je tiens aussi à rappeler que le harcèlement scolaire peut être puni de 10 ans de prison et de 150 000 € d'amende. Merci Stacy pour ce petit rappel. C'est très important. Donc pour terminer, M. Bassi, quel rôle les enseignants peuvent-ils jouer pour prévenir et intervenir en cas de harcèlement? Alors, les enseignants sont des yeux efficaces. Oui, ce sont des yeux efficaces, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir un certain nombre de choses, mais c'est vrai qu'ils sont très souvent pris dans leur enseignement. Et les élèves savent user, on va dire, de duplicité. Mais le rôle qu'ils peuvent jouer, c'est effectivement un rôle de sentinelle. Un rôle de sentinelle, c'est-à-dire être attentif à ce qui se passe et ne pas banaliser, par exemple, la gifle derrière la tête, la rigolade, la moquerie parce qu'un tel a dit quelque chose.
il ne faut pas qu'il soit banaliseur. Il faut absolument qu'il soit des alertes, en fait. Pour de prévention, c'est pour éviter le harcèlement. Et peut-être c'est pas pour faire des gendarmes et que vous là, mais c'est simplement pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en salle de classe qui sont certaines fois banalisées et que des élèves harcelés rapportent, en tout cas que les enseignants ne voient pas, que les enseignants ne voient jamais. Il en a parlé à l'enseignant lui a dit de se taire, voilà. Et donc, il y a malgré tout un manque de vigilance d'un certain nombre d'eux par rapport aux différents actes qui se posent en salle de classe. Parce qu'en dehors de la salle de classe, à la récréation par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais dans les écoles primaires, les enseignants sont censés être dans l'espace de récréation, entrer en occupation, et et autres, ce sont des élèves à observer, à voir un peu ce qui se passe autour d'eux et avec eux. Et voilà. Donc, des alertes, des sentinelles. Voilà. Voilà. Alors, pour finir, le harcèlement scolaire, comme on a pu le voir, est un fléau. C'est un groupe soit physique, verbal, social ou en ligne, c'est-à-dire virtuel, peut entraîner des conséquences graves telles que l'anxiété, la dépression, une baisse de l'estime de soi et parfois même des idées suicidaires. Ces impacts ne se limitent pas à notamment leur intégration sociale. Il est donc bien essentiel de prendre conscience de l'ampleur du problème et de mettre en place des stratégies de prévention et d'intervention efficaces. Les parents, les enseignants, les équipes éducatives, les professionnels de santé, notamment les infirmiers scolaires, ont un rôle clé dans la détection, le soutien et l'accompagnement des victimes, et la promotion d'un environnement scolaire mieux sécurisé et bien sûr bienveillant. La collaboration entre ces professionnels est appropriée aux jeunes affectés. En encourageant le dialogue, la solidarité et en mettant en œuvre des mécanismes de signalement sécurisés. Donc on a aussi le dispositif phare au collège en place depuis 2022. Nous pouvons espérer réduire les effets dévastateurs du harcèlement scolaire et offrir aux jeunes un cadre d'épanouissement sain. La lutte contre le harcèlement scolaire au travers de mesures préventives et éducatives est une démarche collective indispensable pour préserver la santé mentale des jeunes et leur offrir un avenir plus serein. Alors, nous n'oublions pas qu'il faut encourager les jeunes à verbaliser. Et je vous rappelle d'ailleurs le numéro pour l'écoute des victimes qui est disponible 7 jours sur 7 et est ouvert de 9h à 7h. Malheureusement, nous devons vous quitter. Je tiens à remercier infiniment M. Valsi Moïse qui a pris le temps de participer à l'émission radio et qui a pris le temps nécessaire pour répondre à nos questions à ce sujet. Nous remercions également l'antenne Radio Interschool qui nous a accordé le travail. Nous vous quittons sur du popcorn. Donc au revoir et merci. Merci.